Vous savez, aujourd'hui, la situation est très claire en Guinée. Nous savons tous que si on organise des élections sincères, croyez-moi que l'UFDG est capable de passer dès le premier tour. Il n'y a rien à dire, si les élections sont sincères dans ce pays, l'UFDG peut passer dès le premier tour. Dans tous les cas de figure, s'il y a quelqu'un qui ne peut pas passer dès le premier tour, c'est M. Alpha Condé et son gouvernement. Je ne vois même pas deuxième, à plus forte raison troisième. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté ses engagements. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu sortir la Guinée de la misère et de la précarité. C'est pour ça que le gouvernement a peur. Ce gouvernement Trump, M. Alpha Condé a peur. Il sait qu'il n'a plus les Guinéens. Il sait que les Guinéens n'arrivent plus à la politique des budgets français. Cette panique l'oblige à faire deux choses. La première chose, c'est de faire la campagne avant la campagne. M. Alpha Condé en campagne avant l'ouverture de la campagne. Dans un pays normal, on attend l'ouverture de la campagne pour commencer la campagne. Mais M. Alpha Condé est en campagne en Haute-Guinée. Avec quel argent? Moi je ne sais pas. Certainement avec votre argent, l'argent du contribuable guinéen que M. Alpha Condé utilise pour aller faire sa campagne avant la campagne. Le Premier ministre français est allé tout simplement suivre un match de football avec ses enfants. On l'a obligé de payer le billet de ses enfants. C'est ça un pays. Si M. Alpha Condé fait la campagne avant la campagne, il faut qu'il nous dise où il a pris l'argent de la campagne. Parce que ça c'est la panique, il a peur. Maintenant, il envoie l'imam, le Premier ministre, au Fouta. Alors, si M. Alpha Condé est en Haute-Guinée, le Premier ministre, il est au Fouta pour aller faire la campagne déguisée, en parlant d'Ebola, mais on parle d'Ebola une minute, on parle de la campagne. Mais le Premier ministre, lui, il parle de Dieu. Il dit Dieu a choisi Alpha. Oui, bien sûr, c'est Dieu qui l'a choisi. Nous sommes des croyants à 100%. Mais nous sommes aussi des croyants pour le Premier ministre. Si Dieu a choisi M. Alpha Condé en 2010, nous demandons au même Dieu, puisque tu l'as choisi, pour nous, nous sommes dans la misère, dans la précarité, il y a Ebola, les musulmans ne vont pas à la Mecque pour la deuxième fois. Nous te demandons, toi, Dieu aussi, de nous aider à ce que la Cérédale soit le président pour sortir la Guinée de la misère. Et cette campagne a un objectif. C'est d'aller au Fouta, aller expliquer, comme pour dire que toute la Guinée adhère au programme de M. Alpha Condé. Bien sûr! Les gens du Fouta, quand le Premier ministre arrive, ils ont l'obligation, ils ont raison de venir l'écouter. Mais écouter un Premier ministre ne veut pas dire que j'adhère au programme du Premier ministre. C'est ça. Ils vont sortir, ils vont l'écouter. Mais croyez-moi que la preuve a été donnée. Ceux qui ont regardé hier l'évasion ont vu Dingirai. Dingirai a répondu hier. Dingirai a prouvé que si les militants, si les citoyens de Dingirai peuvent sortir pour accueillir M. Alpha Condé, il y a même le sang n'était même pas prêt, mais ils ont prouvé qu'à Dingirai, c'est l'UFDG et la CERO, ils l'ont dit à Maléga. Ceux qui ont regardé, ça n'avait rien à voir. Et c'est pour cette raison que nous allons faire, nous, une tournée au Fouta. Mais ce n'est pas Ila Djuma, ce n'est pas Bano, ce n'est pas le président Cérédale qui va aller au Fouta. Ils n'ont pas besoin d'aller au Fouta. Et la CERO n'a pas besoin de faire la campagne au Fouta. Les 90% des gens qui sont dans la moyenne Guinée contre le PG. J'irai au Fouta moi-même. Je ne suis pas peur. J'irai faire la campagne au Fouta. Je serai mieux reçu. Croyez-moi, j'irai avec Alain Modou, avec Ali Condé. Personne ne nous suivra. Personne, ni la CERO, ni la Djuma, ni personne. Nous irons pour prouver que la moyenne Guinée, le Fouta, c'est le PG. Et la CERO, par contre, ira à Haute-Guinée. Il va aller faire la campagne en Haute-Guinée. Nous allons voir qu'est-ce que les Kankanais, les gens qui sont à Guinée, vont réserver comme accueil à Ila Serou. Ils savent qu'il a été ministre, ils savent qu'il a travaillé, ils savent qu'il aime la Guinée, ils savent que lorsqu'il avait des projets, au lieu de l'amener au Fouta, il a amené là vers l'utilité des projets. Les gens de Sigiri vont prouver à Ila Serou qu'ils sont avec lui. Et Ila Serou ira faire la campagne à Sigiri, pas au Fouta, il n'en a pas besoin. C'est ce qui va se passer. Maintenant, nous sommes dans quelle situation?
Je vous ai dit, la première stratégie, c'était de faire la campagne avant la campagne. La deuxième stratégie, qui a aussi la peur, c'est de refuser d'organiser les élections communales et communautaires. Mais chaque fois qu'on est, allons passer tous les chefs de quartier, les maires, les gouverneurs, les chefs de quartier, les maires, tout le monde, les gouverneurs, les préfets, tout le monde est devenu un peu cassé. Mais chaque fois qu'on essaie que si on organise les élections communales et communautaires, évidemment, il a perdu un appui total. Ce sont ces gens-là. Il ne compte que sur eux. Donc, il ne parle d'organisation des élections communales et communautaires. Ça, c'est une stratégie. La troisième, c'est quoi? C'est le fichier électoral. Si, à Conakry, en Guinée, ça consiste à mettre les enfants dans le fichier électoral, parce qu'en Haute-Guinée, on sait que le fichier électoral va complètement changer, parce que quand tu mets les enfants dedans, tu changes le fichier électoral, tu le détruis. Un chiffre électoral qui est de 4 millions, s'il devient 6 500 000, monsieur le mathématicien, ce fichier n'est pas bon. Entre 2010 et 2015, il faut avoir le bon sens. Parce que tu vas vouloir modifier, tu vas donner des chiffres qui n'ont rien à voir avec la réalité. Parce que le bon sens, si le fichier là est à 6 500, 6 500 000 ou 7 millions, et le fichier était à combien? Il était à 7 millions 800. Comment tu vas changer un fichier électoral au cours d'une révision du double? Quand tu le fais, le fichier n'est pas bon. Croyez-moi que nous, à l'UFDG, c'est très clair dans notre texte. Ceux qui imaginent qu'on va boycotter les élections, vous perdez votre temps. Non, ne boycottez rien. Il n'y aura pas d'élection sans nous. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays sans l'UFDG. Parce que boycotter, c'est une démission. Boycotter, aller se coucher à la maison en disant « Moi, je ne participe pas », c'est une démission. Nous allons participer à des élections, mais à des conditions qui sont très claires. Premièrement, il faut qu'on organise des élections communales et communautaires. Nous n'irons pas à des élections avec les chefs de quartier, avec les maires, avec les préfets, tout et tout qui sont à la charge, qui sont les militaires de Béjacassé. Maintenant, il y a un fait nouveau, c'est le fichier. Si le fichier n'est pas bon, puisque nous sommes en train de nous rendre compte que le fichier n'est pas bon, nous n'irons pas aussi aux élections avec le fichier. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller aux élections pour l'accompagner, il s'agit d'aller aux élections pour gagner. Nous n'allons pas aux élections pour accompagner les Fakonde. Les conditions pour une élection sincère, crédible, doivent être réunies et ça sera avec l'UFDG. En 2013, le chef Fakonde a dit que le train va partir. Ceux qui veulent monter n'ont qu'à monter dans le train. Nous avons dit que le train ne partira pas. On a enlevé les rails, le train n'est pas parti, on est allé aux élections législatives. Maintenant, si c'est l'avion qui va partir sans nous, nous irons, il n'y aura pas de kérosène dans l'avion parce que nous serons à l'intérieur. L'élection sera organisée dans ce pays avec nous. Il est hors de question pour nous de boycotter ces élections. Que cela soit clair. Maintenant, on nous a parlé de dialogue. Non pas des gens qui sont contre le dialogue. Nous avons demandé à dialoguer depuis combien d'années? Ce n'est pas le gouvernement qui demande le dialogue, c'est nous qui demandons le dialogue. Mais ce que nous avons demandé est très simple. Nous sommes dans quel pays? Nous avons demandé à ce que la loi soit respectée. Le chronogramme proposé par la CENI viole le code électoral, viole les accords politiques, violent la Constitution, violent les accords internationaux. Nous demandons simplement au gouvernement et au président, puisque tu as juré sur la Constitution de respecter et de faire respecter la loi, mais annule le chronogramme pour qu'on se retrouve autour de la table. Ça, c'est compliqué. Est-ce qu'on a besoin de réfléchir pour ça? La CENI doit organiser les élections, mais la CENI, quand on dit l'indépendance de la CENI, ne veut pas dire que la CENI doit faire l'appareil. La CENI n'est pas dans la jungle. La CENI est dans une république. La CENI doit organiser les élections conformément au code électoral et à la Constitution. C'est pour ça que nous avons dit que nous n'avons rien contre la date du 11 octobre parce qu'elle est conforme à la loi. Nous ne sommes pas d'accord que le chronogramme, que la CENI décline le chronogramme, continue à prolonger le mandat des élus. Ce n'est pas normal.
Si demain ils annulent le chronogramme, wassalam, nous serons là, nous serons les premiers à être dans la salle. Deuxièmement, nos militants qui ont été arrêtés, qui ont été emprisonnés, qu'on a arrêtés arbitrairement, on s'était presque mis d'accord, il faut qu'on les libère. Libérer les militants, annuler le chronogramme, cesser de monter et descendre, comme ça on va se retrouver autour de la table, on va parler des autres questions. On a d'autres questions que nous allons discuter autour de la table, que je ne peux pas parler ici, mais là-bas on en parlera. Si vous voulez le dialogue, mais allez-y, annulez le chronogramme, est-ce que ça c'est compliqué? Non. De la dit. L'opposition républicaine s'est retrouvée hier et nous avons dit que nous sommes d'accord pour les dialogues. Mais honnêtement, il y a une délégation qui va rencontrer le ministre de la Justice, qui va demander au ministre d'annuler honnêtement ce chronogramme et puis libérer les militants. Après on se retrouve autour de la table. S'ils veulent ça, s'ils le font même aujourd'hui, demain c'est dimanche, nous irons au dialogue. Il n'y a aucun problème. Nous voulons le dialogue, mais un dialogue structuré, un dialogue sincère sur des bases qui sont très claires. Maintenant, j'étais pas là, il paraîtrait qu'à l'Assemblée nationale de la Guinée, on a aussi voté des lois. Vous savez, à l'Assemblée, il y a deux lois. Il y a une loi qu'on appelle la loi ordinaire, qu'on vote à la majorité simple. Il y a la loi organique. Il faut absolument avoir les deux tiers des membres. Il faut avoir 76 députés. Le RPG n'a eu que 53 députés. Ils se sont arrangés avec certains partis pour avoir 6, ce qui fait 59. Maintenant, pour avoir 76 députés, évidemment, il faut qu'ils trouvent au sein de leur plaisir ou de leur fier. Ce n'est pas possible. Maintenant, il faut une proposition de loi pour dire que les forces de l'ordre, en se défendant, peuvent tirer sur les militants. Je considère que c'est très grave dans une république. Même au 15e siècle, on ne pouvait pas faire une proposition de loi comme ça, au 15e siècle. Nous avons été choqués. L'idée même de penser à cette loi, ça choque. Parce que nous avons enterré 64 de nos jeunes dans un cimetière à Bamako. Il n'y a pas eu d'enquête, personne n'a été arrêté, on ne nous a pas dit qui a tiré sur ces jeunes. Et puis voilà, il n'y a pas eu de justice. Ça a commencé par Diakaria. Maintenant, comme c'est une proposition de loi, nous aussi on va faire amender cette loi. Voilà, si les forces de l'ordre peuvent tirer sur les populations, je pense qu'il faut qu'on amende la loi pour dire que les forces de l'ordre ont aussi le droit de faire un coup d'État si le président ne respecte pas la loi, s'il viole. Parce que si on veut aider les forces de l'ordre, on veut les valoriser en disant qu'ils peuvent tirer sur les citoyens, mais amendant la loi, t'es d'accord? Pour les dire au moins aussi, ok, si un président ne respecte pas la loi, vous êtes autorisé à faire un coup d'État pour la lever. Comme ça, on verra si la loi passera. Deuxièmement, de voter aussi une loi pour l'immunité des gens qui parlent trop. Donc, quand tu parles trop là, si tu offenses le chef de l'État, on va lever ton immunité. Mais cette question est réglée par la loi. Monsieur Alukondé, je sais que tu as ça dans ton iPad. C'est l'article 37 de la Constitution qui protège le chef de l'État. C'est une loi organique. Pour modifier cette loi, évidemment, il faut les détenir. Maintenant, j'ai dit à Ousmane Gawal, j'ai dit, maintenant, si Baro ne dit pas la vérité, si je dis que Baro a menti, c'est que je l'ai insulté, je l'ai offensé. Maintenant, je ne vais plus dire Baro a menti. Si Baro ne dit pas la vérité, je dis, est-ce qu'il alors, parce que ça, au moins, on ne va pas m'amener, on ne va pas lever mon immunité. Parce que maintenant, on n'ose pas. Parce que si tu dis, si quelqu'un ne dit pas la vérité, si tu dis je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, si on ne dit pas la vérité, je dois dire qu'il a menti. Si il n'a pas dit qu'il a menti, il va dire que j'ai offensé Ballon, tu vas dire maintenant, asking. Souvent, là, asking. Parce que ça, c'est pas. J'espère que si tu dis Allah ou pas, si tu dis Allah
Auparavant, ça se faisait autant dans le système communiste. C'est une façon de pouvoir effrayer quelqu'un. Dans ce pays-là, personne ne peut effrayer l'autre. La Guinée nous appartient à tous. C'est que nous voulons que le pays soit un pays géré conformément à la loi, parce que nous ne sommes pas dans la jungle, nous sommes dans une république. Je voudrais finir là en vous remerciant, en vous disant bravo à vous, en disant bravo à l'RDG, en disant aux militants de l'RDG qui peuvent compter sur nous, nous allons toujours défendre l'intérêt de nos militants. Wassalam.